parler sans avoir de voix. Ouais, au mieux. Et remercier Laura Thuillet qui va animer cette rencontre sur ma place. Saluer la présence de tous ces réalisateurs. Et vous dire que c'était un désir très fort de programmer ce cinéma algérien. C'était un désir très fort de programmer des films sur le temps présent, sur l'Algérie d'aujourd'hui. Et qu'on a choisi les films de ce panorama comme ça. On n'est pas remonté dans des fictions qui allaient rechercher à raconter éternellement une histoire de l'Algérie victime du colonialisme ou de la décennie noire. On a voulu parler d'une Algérie qui se regardait aujourd'hui, qui réinventait ses représentations et surtout d'œuvres de cinéastes. Voilà. Je laisse la parole à Laura. Bonjour. Donc si jamais Elsa veut poser d'autres questions, bon, je ferai sa porte-voix. Alors il y avait 10 films, il y a 10 films dans cette programmation l'Algérie aujourd'hui. Et donc on a la chance d'avoir beaucoup de réalisateurs des films qui sont là. Je ne sais pas si vous avez vu plusieurs films de la programmation, mais bon, on pourra en parler après. Je vais les présenter. Hassen Ferrani, qui est venu pour présenter son film 143 rue du désert. Nariman Mari, qui a présenté Loubia Amra, enfin en tout cas le film a été montré. Karim Moussaoui, qui était là pour En attendant les hirondelles, qui d'ailleurs passe ce soir, c'est ça, et tu seras là pour le présenter. Voilà. On a, Dania Raymond pour Le Jardin d'essai que vous venez de voir. On commencera peut-être aussi par là. Et Jamel Kerkar pour Atlal. Voilà. Alors je sais pas, je me disais que c'était... je crois que Nariman, tu viens de voir le film de Dania. Non mais je sais pas, je me disais que c'était beau aussi peut-être que tu nous partages ton sentiment comme ça juste après la projection, puisque c'est le film que vous venez tous de voir aussi. Et je trouve que c'est un film aussi riche pour rentrer dans la discussion. Beaucoup touchée parce qu'en fait, on se connaissait pas avec Dania. Enfin, moi, j'avais entendu parler de ton film, mais non, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans la réalisation, qui m'a émue, j'étais assez surprise de l'émotion que ça a créée, c'est qu'il y a toute la complexité qui est là et de ce peuple, si je peux appeler ça comme ça, mais de ces citoyens. Et moi, je suis encore un peu sous l'émotion, mais j'étais vraiment presque impressionnée de voir par où tu passes, à quel endroit tu vas chercher ce que nous sommes, parce que je me mets dedans. Et j'ai trouvé ça magnifique, cette simplicité de tournage aussi, ce lieu qui est génial, les personnes que tu choisis, comment on approche avec ce texte au-dessus. Au départ, j'avais un peu peur du texte un peu officiel, tu vois, je me disais bon, comment elle raccorde et tout. Non, je trouve que ça dit très bien. J'étais très heureuse qu'Elsa nous invite et que ce soit Elsa qui nous invite, parce que je trouvais qu'elle se posait les bonnes questions par rapport à la façon dont on a envie d'échanger avec d'autres. Et parce que très souvent, quand on nous interroge, que ce soit sur notre cinéma ou sur notre histoire, c'est toujours assez difficile. Et en fait, parce que c'est des questions complexes, comme partout, mais quelquefois c'est un peu gênant la façon dont on approche tout ça. Et je trouve que dans ton film, tu oublies. Donc c'est bien, voilà. C'est une très belle façon de travailler. Merci beaucoup. Justement, dans ce film, il est question de rencontres au jardin d'essai d'Alger, de rencontres entre un réalisateur et des acteurs. Je me demandais aussi, vous, en termes de rencontres, je sais qu'il y a... chacun trace sa voie avec des films très singuliers et des univers différents et des ponts. Voilà, enfin, il y a des films qu'on pourrait vraiment classer, même si c'est peut-être un peu
éculés, mais du côté de la fiction, d'autres plus du côté du documentaire. Et en même temps, il y a une forme d'émulation entre vous, quand même. Il y a, enfin voilà, vous connaissez, certains d'entre vous se connaissent très bien, ont travaillé les uns et les autres sur les films de chacun. Et vous avez aussi en commun cette jeunesse cinéphile avec le ciné-club Chrysalide, pour lequel certains d'entre vous participaient et voire l'ont créé à Alger. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, peut-être, je sais pas, Karim, Jamal, Hassen? Ouais. C'est lui l'officiel du coup. Voilà. Non mais bonjour. Parce que j'imagine que beaucoup de rencontres sont faites là, et aussi la naissance de désirs de cinéma. Oui, Hassan et moi, on s'est rencontrés dans le cadre de l'association Chrysalide, avec Jamal aussi, mais... Pardon ? Plus tard aussi, mais après Narima, j'ai rencontré plus tard, et je viens de rencontrer Daniel. Et donc, oui, mais... je ne me rappelle plus la question, en fait. Est-ce que... Oui. Ouais... Enfin, on n'est pas tous de Chrysalide. Non. Mais après, c'est vrai que Chrysalide a existé. Ça a cristallisé quand même aussi des choses, j'imagine, d'avoir un lieu, un endroit où se parler. Pour certains d'entre nous. Après, Chrysalide a duré un moment, et puis voilà. Il y a eu le ciné-club, il y a eu effectivement, ça a été un peu notre école à nous. C'est ça qui nous a formés. C'est grâce à Chrysalide qu'on a pu aussi produire un peu, faire nos films, puisque en tout cas sur les miens, sur mes courts-métrages, c'est les membres de Chrysalide qui travaillent avec moi en tant que technicien. Ils prenaient tous les postes, même si on n'était pas forcément des professionnels, mais on essayait un peu de s'entraider. Comme on faisait du théâtre aussi, du coup, il y avait des comédiens parmi nous qui jouaient pour nous, pour nos films. Et après, on en parlait justement ce matin avec Hassan, on se disait qu'à un moment donné, on a eu envie de faire autre chose, et puis voilà, Chrysalide reste dans nos cœurs. Et effectivement, ça a été un moment très important de rencontre, d'imagination, de se disputer les films jusqu'au bout de la nuit. Et en même temps, même ceux qui n'en faisaient pas partie de ce ciné-club qui avait lieu tous les vendredis, et il y a tous ceux qui font aujourd'hui du cinéma qui venaient voir des films, et c'était un vrai espace d'échange. Et je suis très content, par exemple, quand je vois sur le générique du film de Dania, Amin Sidi Boumediene, assistant réalisateur, qui a un film ici en compétition. Voilà, Jamal, Nariman, on bosse ensemble. Je bosse comme assistant sur les films de Karim. Et Elias, on a le même ingénieur du son. Effectivement, il y a comme des passerelles comme ça qui se font tout le temps. Et heureusement, parce que je pense comme partout dans le monde, c'est très difficile d'être isolé, on ne peut pas faire les films tout seul. Ou alors c'est très compliqué. Donc on a cette chance-là, en tout cas, d'être dans une bienveillance les uns aux autres, et aussi dans une coupure par rapport à la génération des premiers qui pour le coup, il y a eu une coupure des années 90, donc pas de transmission, on n'a pas bossé sur les tournages on a appris à travailler sur le tas, en prenant des caméras, en faisant des premiers films, en regardant énormément de films, et donc c'est comme ça que tout ça a commencé. En fait, en tout cas pour moi, et je pense que c'est un peu partagé par mes camarades, mais Chrysalide, ça a été un peu comme dans le jardin d'essai dans le film de Daniel, c'est que c'est un espace utopique, quoi. C'est là où on a rêvé. Les premiers rêves ont été vécus là-bas et partagés là-bas, et puis par la suite, chacun a traversé son chemin selon ses sensibilités et ses projections, quoi. Toi, tu es arrivé au ciné-club à quel moment? Moi, je suis arrivé au ciné-club en tant que spectateur. D'accord. Ouais. Et puis par la suite... Et à ce moment-là, tu voulais déjà être cinéaste? Enfin, il y avait déjà ça? Oui, ça m'intéressait beaucoup en tout cas.
Mais, mais par la suite, il y a eu une deuxième équipe, parce qu'il y a eu plusieurs équipes et j'ai fait partie de la programmation pendant un moment. Donc, voilà. Puis il y a eu des passerelles aussi dans cet espace qui a été Chrysalis, c'est-à-dire Karim a programmé, puis il a fait autre chose, et puis il a laissé la place à quelqu'un d'autre, et un autre a laissé la place à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Et il y a eu comme une sorte d'irrigation en fait d'un désir cinématographique. Oui. Oui, moi j'ai pas fait partie de Chrysalide. Par contre, je produis des films et j'ai commencé à produire des films en France parce que j'aimais beaucoup le cinéma et puis que j'avais des copains qui faisaient des films et que ça m'intéressait. Et en fait, à un moment, je me suis tournée vers l'Algérie, un pays où je suis née, où j'ai grandi, parce que je me suis vraiment questionnée en me disant ils sont où? Comment ils vont raconter leur monde maintenant et comment ils vont raconter leur histoire justement avec cette coupure, de quoi nous sommes héritiers, comment on peut le dire, le montrer. Moi je suis pas du tout la même génération, j'ai 10 ans plus même que vous. J'ai un âge plus avancé. Donc je suis née d'une autre histoire encore. Hein. Et en fait, c'est vrai que j'étais assez curieuse le nombre d'influences dans un pays comme l'Algérie, les influences extérieures finalement peuvent être aussi puissantes que celles qui sont intérieures. Mais elles viennent de partout. Il y avait pas, moi je me souviens qu'on n'avait pas des chemins que de la France vers l'Algérie, c'était vraiment des influences très larges, une façon d'être aussi dans un monde intellectuel très varié. On avait des libraires passionnés rudidouches qui vendaient des trucs improbables, des disquaires incroyables. Donc en fait la nourriture que nous avions était quand même très riche. La physicalité du pays, on le voit juste dans le jardin d'essai, on a l'impression d'être dans une jungle. On était dans une jungle tout le temps en fait, c'était un peu ça quoi. Et depuis la France, je me suis dit bon, il faut que j'aille voir en Algérie et j'ai commencé à regarder, à chercher, à me dire qui parle, qui a le courage aussi de parler, parce que c'est pas évident. On sortait d'une période très très difficile que je n'ai pas vécue, en tout cas que je n'ai pas vécu physiquement dans le pays, contrairement à presque tous ceux. Dania, toi tu en es partie à ce moment-là et les autres l'ont vécu. Donc j'avais aussi besoin énormément de les entendre. C'était fondamental pour moi de me dire c'est à eux de le dire, c'est fini, il faut que ce soit eux qui racontent. Et j'ai commencé à chercher et j'ai eu cette immense chance de découvrir Hassan, de découvrir Jamel. Karim était déjà très avancé dans son parcours. Non, je plaisante. Mais j'ai pas rencontré tout de suite Karim en fait. Parce que Nariman, toi, du coup, avec ta société de production, Centrale Électrique, tu as produit Atlal. Oui, j'étais en train. Ouais, voilà. Et Dans ma tête, un point. Et aujourd'hui, 143 rue Gébert. Ouais, mais avant de les produire, en fait, surtout, j'ai découvert qu'ils étaient là. Je crois que c'est ça que j'avais envie de dire avant. C'est-à-dire que je les cherchais, j'avais besoin de savoir qu'ils étaient là. J'avais besoin de savoir qu'ils avaient déjà commencé à écrire, enfin qu'ils le faisaient. C'est-à-dire, je ne suis pas allée me dire, tiens, je vais y aller, je vais leur donner les moyens de faire. C'était pas du tout ça. Je voulais entendre ce qu'ils étaient en train de raconter. Il y avait les baies d'Alger, mais il y avait aussi ce truc dans le musée, Tarzan, Don Quichotte et nous, des petits bijoux de court-métrage où là, je me suis dit un peu ce que ça m'a fait aussi pour le tien. Où je me dis, c'est fou comme effectivement ce qu'est ce pays, ce qui raconte des influences, mais aussi de sa particularité. Dans les baies d'Alger, c'est très très fort. Et donc du coup, voilà, j'étais très heureuse de faire ces rencontres. Et c'est vrai que ça m'a amené du coup à me dire... Bon, ben, j'ai monté une société de production là-bas et de travailler principalement maintenant en Algérie pour produire des films algériens parce que je trouve que
la façon dont on questionne aussi le cinéma est excessivement intéressante. Voilà. Juste rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que je me retrouve quand même un peu aussi Là, c'est vrai que c'est aussi la coupure avec le pays qui m'incite aujourd'hui à retrouver quelque chose, à re-questionner toutes ces questions, parce que l'algérianité, il y a quelque chose d'assez irrésolu, en tout cas pour moi, mais j'ai pas l'impression, je pense que même parfois pour certaines personnes je sais pas, peut-être, qui vivent encore en Algérie, il y a beaucoup de choses irrésolues. Et voilà, moi c'est vrai que le cinéma, pour moi, c'est très précieux parce que ça permet de questionner tout cela, quoi. Enfin, voilà. Et d'aller à leur rencontre, parce que là, Oui, t'es allé à leur donc rencontre. c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu arriver aussi avec une histoire très fermée. C'était plus un espace de rencontre que je proposais. Ouais. Pour toi-même aussi. Oui, pour moi-même, bien sûr. Et ouais. Non, vas-y. Après, on n'a pas tous les mêmes parcours et les mêmes... Moi, irrésolu, par exemple, je partage pas forcément ce terme, mais parce que ce que j'ai envie, en tout cas quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est de se dire que c'était aussi un moyen de questionner mon pays, mais aussi de questionner le monde, d'avoir aussi une part de contemporanéité et de se dire que nous aussi on peut faire des films qui parlent au monde et s'essayer aussi à des formes nouvelles et tenter des choses. Après, on a eu aussi comme ça des bulles qui ont apparu dans les années 2000. Par exemple, le film de Tegia, qui est en tout cas pour moi un film Rome plutôt que vous, qui au moment où on l'avait vu à Béjaïa, ça a été comme une déflagration dans la salle. La moitié de la salle est sortie et l'autre moitié est restée. Et puis on a eu des débats importants. Il y a eu comme ça, comme voilà, j'appelle ça des étincelles aussi qui nous ont donné envie d'aller questionner nos sociétés, mais aussi chercher des formes nouvelles. C'était une des envies aussi. Oui, puis le fait même, moi, ce que j'ai trouvé en tant que producteur dans les rencontres, évidemment, Tegia a été très important et il l'est. C'est effectivement comme la liberté là, que tu peux prendre dans ton film, mais c'est comme Jamel questionne la période post-terrorisme sous cette forme-là, en nous donnant une durée de l'abandon. Hassan qui entre là où peu de gens entrent. Mais c'est cette... je trouve vraiment que ce cinéma... oui, s'écrit avec une immense liberté aussi. Je ne sais pas, quand tu dis recherche, ce qui m'a beaucoup intéressée, en tout cas en Algérie, et resté en Algérie, c'était vraiment de me dire que je voyais bien que l'écriture avait une certaine particularité, avait quelque chose qui venait... alors, je ne peux pas de manière particulière parler d'un héritage, on parlait de l'héritage du cinéma algérien des années 60. C'est effectivement cette multitude culturelle qui habite et qui fait qu'effectivement, il y a une algérianité dans la question de la société, etc. Mais dans le cinéma, ça ouvre fort, en fait. C'est ça que je... Et après, Karim. Non, je vous écoute. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on voit vos films, on a vraiment la conscience que l'Algérie, c'est un immense pays et qu'il y a plein de choses à explorer et que vous nous montrez avec ces formes qui sont hybrides, où il y a vraiment une recherche, j'ai l'impression, de la meilleure forme pour montrer des lieux très divers et quand j'ai regardé les 10 films de la sélection, j'ai été frappée aussi par toutes les scènes, tous les films qui se tiennent place vraiment en extérieur et avec ce rapport au paysage, à la topographie, des choses aussi qui sont très fortes dans les films de Tegia, puisqu'on l'évoquait, et Inland était
été montré ici hier soir. Voilà, je me demandais, et même, toi, c'est En attendant les hirondelles, il y a une dimension de road movie, il y a vraiment plusieurs parties de l'Algérie qui sont explorées. Je me demandais un peu quelle était votre relation au lieu que vous choisissez de filmer. Par exemple, toi, Karim, comment tu avais choisi les différents endroits où tu allais aller filmer? Est-ce que ça part des gens qui habitent ces endroits? Est-ce que ça part des paysages? Voilà. Alors, moi j'aimerais dire seulement que, comme Dina Lehmann, en fait, alors peut-être je vais nuancer un peu en parlant d'algérianité, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Hein. C'est pas, donc je ne comprends pas tellement le sens, c'est-à-dire que l'Algérie est tellement vaste, du nord au sud, c'est pas les mêmes. On retrouve plein les populations ne sont pas les mêmes. On retrouve plus une culture africaine subsaharienne vers le sud. Au nord, c'est plus méditerranéen. Et c'est un pays qui existe depuis peu, enfin, avec les frontières telles qu'on les connaît. Donc forcément, malgré nous, on se retrouve à faire des images et à participer à la construction de ce que tu appelles l'algérianité, en fait. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ou peut-être pas, non. Alors, pardon, excuse-moi. Et non, c'est pour dire qu'en fait, on se dit pas tous les jours qu'on est en train de raconter l'Algérie. Non, on fait des films aussi de manière très simple. On a envie de raconter des histoires basiques, simples. On a envie de partager les choses qui nous touchent. Et ça part souvent de ça. On est touché, comme tout le monde, par des films, par des lieux, par des histoires. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve à aller justement aller choisir un endroit, un paysage pour le filmer, pour essayer de faire passer, si c'est possible, hein, vraiment les émotions qu'on ressent. Et c'est ça qu'on fait, qu'on essaie de partager. Mais juste pour dire que on se dit pas forcément qu'on va faire des images sur l'Algérie. C'est-à-dire qu'on fait, mais on le fait peut-être malgré nous. Et chacun porte son point de vue. C'est comme quand je regarde un film français ou je regarde un film japonais, je me dis pas, tiens, je suis en train de voir la France. C'est voilà. Mais peut-être que ce que je peux dire, ce qui est en tout cas exaltant, en tout cas à faire du cinéma en Algérie, en tout cas pour nous, c'est parce que c'est aussi pas très simple de faire du cinéma. Alors, c'est pas parce qu'on est des gens courageux, ou parce que c'est notre façon à nous de nous sentir vivants encore, comme tous les réalisateurs en fait. On fait pas plus que ça, et on le fait pour nous d'abord. Et après, ça nous fait plaisir de partager nos films, et ça nous fait plaisir de raconter les histoires qui nous touchent. Voilà, je sais pas si... Jamel, je pense que vous voulez rebondir. Oui, en fait, c'est une question très intéressante, parce que par exemple, moi je me suis jamais dit, avant de faire des films, que j'allais explorer mon pays et fabriquer une image. C'est-à-dire, il n'y avait aucune intention dans ce sens-là. Mais en voyant, et je parle en tant que spectateur tout d'abord, en voyant les films des uns et des autres, aujourd'hui, il y a quasiment une sorte de reconquête du territoire, c'est-à-dire la géographie de ce pays, de cartographie avec des images et des sons, et en même temps de donner aussi, j'aime pas du tout ce mot, donner la parole, mais en tout cas de libérer la parole autour de plein de sujets en fait. Donc il y a et ce qui était le plus marquant et intéressant, comme tu disais, la chose la plus exaltante, c'est qu'on rencontre des espaces, des géographies, mais aussi des strates de l'histoire de ce pays, et aussi de l'histoire du monde, parce que voilà, le colonialisme, par exemple,
pas destiné juste aux Algériens, c'est vraiment quelque chose qui a traversé, c'est une violence de l'humanité, quoi. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans les formes contemporaines, en tout cas en Algérie, il y a une volonté de parler à partir de ce pays, mais de parler à tout le monde, de pouvoir créer une forme universelle et en même temps de topographier ce pays et de libérer la parole qui a été confisquée en fait. Hassen, je crois que, à la base, 143 rue du Désert, c'était, en tout cas, peut-être pas, ton envie quand tu étais parti pour faire un nouveau film, c'était plutôt de bouger, puisque dans ma tête un rond-point, c'est vraiment centré sur un lieu qui est un abattoir, le plus grand abattoir d'Alger. Et puis finalement, il y a la route, beaucoup, dans le film, mais c'est la route qui passe, et nous qui restons avec Malika, je me demandais comment tu étais passée de justement cette exploration à cette immobilité, et avec en même temps le passage de beaucoup de gens, et du coup aussi de beaucoup de réalités et d'histoires qui passent comme ça par le film. Et puis qui en ressortent. Et il y a cette ouverture aussi qui est vraiment belle. Ce souffle, quoi, ça passe. Et puis. Alors, après, dans ma tête à rond-point, j'ai eu l'envie de partir d'Alger déjà, en se disant que l'Algérie était un vaste territoire. Maintenant, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et qu'il fallait aller explorer, en fait, descendre, prendre la route et rencontrer ses semblables. Et donc, il y avait cette idée. Donc, j'en ai parlé à Nariman à ce moment-là, dans l'idée d'écrire un road movie, de partir sur les routes et puis d'amasser un peu de matière et de construire une fiction, un documentaire, un peu une forme libre, mais à partir de la route, quoi. Donc je suis parti plusieurs fois et il se trouve qu'à un moment j'étais accompagné d'un ami écrivain qui s'appelle Jean-Pierre Marie, qui a écrit un livre qui s'appelle National 1. Donc la route qui descend d'Alger vers le Niger, qui s'appelle aussi la Transsaharienne, la route de l'unité africaine aussi. Et dans ce livre qui s'appelle National 1, il évoquait la figure de cette femme, Malika, qui est installée dans le désert avec un café. Et donc j'ai demandé à Chapri si on pouvait lui rendre visite. Donc on arrive chez Malika et là il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas décrire, c'est-à-dire que on se dit que mon film est là, que je l'ai cherché partout, en fait, tout autour, plus de 2000 km de route, et en fait, il est là. C'est un accident des chemins de la route qui m'a mené vers Malika. J'y crois beaucoup. Et donc, je décide de faire le film avec Malika. Donc je rentre à Marseille, j'en discute avec Nariman et je dis voilà, finalement, j'ai plus envie de faire ce road movie. Mon road movie, je l'ai trouvé chez Malika. C'est plus nous qui prenons la route pour raconter une histoire, mais c'est la route qui vient vers nous. La route est juste en face. Et donc, et puis j'ai la chance de travailler avec une productrice qui peut comprendre ce genre de changement de situation, de retournement. Et comme on essaye de court-circuiter un peu la manière de produire et de ne pas attendre, ne pas être dans une attente qui peut des fois être usante et d'épuisement. Donc j'avais la nécessité d'aller tourner, c'est-à-dire je me réveille le matin et je pense à Malika pendant 2 mois, jusqu'au moment où je vais tourner chez Malika. Donc voilà, comme ça, par les bifurcations, je me retrouve à faire 143 rue du Désert. Je sais pas, parce que moi ce qui m'intéresse, parce que comme la thématique c'est quand même le cinéma algérien et l'Algérie aujourd'hui, j'avais envie de me demander qu'est-ce qui, enfin aussi peut-être pour vous, que vous me disiez, parce que j'essayais de me demander à chaque fois en quoi, par exemple en tant que producteur, j'ai quand même focalisé, si je peux utiliser ce mot, sur l'Algérie européenne, on va dire.
Et dans toutes les questions qu'on posait sur les coupes, sur les machins, je commençais à un peu étouffer, en fait, sur ces questions-là. Et que sur l'Algérie, je me disais, mais c'est-à-dire, j'ai quand même ce sentiment qu'à chaque fois, dans chacune des créations, même si toi tu considères par exemple que tu fais plutôt du cinéma classique, reste quand même qu'il y a un champ d'exploration ou un champ de... C'est comme si... quand tu disais, même dans ta façon de travailler, c'est-à-dire, voilà, je dis que c'est ça, on reste dans ce rapport-là et au cinéma, c'est-à-dire, même si tu as fait Chrysalide, il n'y a rien qui est façonné, et c'est un territoire très en mouvement. J'ai l'impression que ce cinéma aussi est très en mouvement. Que l'écriture, ce que je veux dire, c'est qu'elle a, à mes yeux, en termes de cinéma, quand je le regarde, il y a une création permanente. Il y a une écriture, sans que ce soit une recherche en soi peut-être, mais j'ai quand même l'impression que c'est un territoire d'exploration. En tout cas, moi, en tant que producteur et en tant que spectateur, j'ai envie de voir. Je sais pas, j'ai envie d'aller par là pour ouvrir. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions parmi vous, ou même parmi les gens du public, si vous avez des réactions ou des questions, ça peut être le moment, un premier moment. Oui. Bonjour. Alors moi je me demandais justement quelle était en Algérie aujourd'hui la réalité au niveau de la production. Parce que grâce au festival on découvre un panorama d'une partie de la production actuelle. Et je voulais avoir un peu le point de vue des uns des autres sur comment on produit un film. Et bien sûr, la deuxième question, ça serait quelle est la diffusion aujourd'hui en Algérie, que ce soit en salle ou peut-être, je n'en sais rien du tout, en télévision, etc., par rapport au cinéma que vous pouvez faire. Merci. Non, on n'est pas d'accord. Non, parce que Karim disait que c'était difficile de produire, mais je sais pas, il va avoir du mal avec son producteur. En fait, produire, comme je vous le disais, pour avoir produit ici, mais aussi dans d'autres pays, en Europe également et même en Inde, je ne peux pas considérer que ce soit difficile de produire. Après, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je travaille avec des réalisateurs qui connaissent leur pays. Ce qui veut dire que quand on va sur un territoire comme par exemple celui de Jamel sur Atlal ou de Hassan dans le désert, voilà, c'est des personnes qui sont autonomes sur leur territoire, parce que très souvent, il y a un problème d'autonomie des réalisateurs sur leur propre terrain. Ça, c'est déjà la production pratique, on va dire. Donc, moi, j'ai cette chance-là et la question ne se pose pas. Donc, parce qu'il y en a qui parlent de contact ou de difficultés avec le territoire, la police, etc. Bon, on connaît pas, mais c'est pareil partout. En termes de financement, on a toujours été aidé, toujours absolument. Quelle que soit la façon dont on nous aide, moi j'ai pour principe que, jamais quelquefois il me dit non, c'est pas la peine de déposer au ministère de la Culture. Ça c'était le début. Et en fait je suis pas d'accord avec ça. Je considère que je le veux, que le ministère de la Culture algérien nous aide pour une question simple, c'est qu'il doit reconnaître qui existe dans son pays aujourd'hui pour dans le cinéma, en tout cas puisque c'est ce que nous faisons. Après il peut aider des écrivains, etc., mais c'est presque, au départ j'attends pas forcément qu'ils nous aident financièrement. Au départ je le faisais en disant tiens regarde, lui existe, elle existe, il faut que tu saches qui pense comme ça. On a eu un film, là on a eu un problème avec une copine qui s'appelle Bahia Bencherif Fegoun, qui n'a pas eu un visa d'exploitation, ça a fait un petit scandale, et puis bien sûr c'est revenu dans la presse française. Et du coup,
Et en fait, bon, il y a eu des trucs de presse et j'ai demandé ce qu'on appelle une audience au ministre, qui m'a renvoyé personne second. Et je lui ai juste dit, ok, on peut se bagarrer, mais nous on se bagarre sur notre territoire, toi je comprends le tien, mais c'est juste que tu peux pas nous empêcher de penser. C'est juste ça, tu peux pas intervenir là-dessus, tu peux pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se faire, ni penser, ni créer, c'est impossible. Tu peux pas rester ignorant de ça, je te passe l'info. Et elle me disait, oui, mais toi tu peux pas ignorer que nous c'est un peu difficile. Donc on se met d'accord, ok c'est difficile, toi aussi, donc on fait attention, mais ça va exister quand même, quoi. Moi j'ai besoin aussi, c'est très difficile pour nous d'entendre tout le temps censure, machin, parce qu'il y a aussi beaucoup de cinéma d'une certaine diaspora qui écrit. Alors, tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'on pense qu'on écrit pour nous, de nous, etc. Quelque part, nous, on n'y pense pas, mais en même temps, je produirais, par exemple, jamais quelqu'un qui n'est pas sensible, ni qui n'a pas vécu dans son pays, quelque part, ou qui le... j'ai beaucoup de difficultés à faire des rencontres cinématographiques ou humaines de personnes qui finalement parlent la langue de celui qui est l'autre et qui va le comprendre. Il faut d'abord, Hassan se bagarre, on s'est presque battus tous les deux, sur un format, parce qu'il me dit, oui, mais moi je veux qu'on comprenne, mais pas ici, partout, mais aussi en Algérie. C'est-à-dire, je crois que c'est très très important. Donc il faut que le ministère et toutes ces personnes nous soutiennent. Pour le film de Baya aussi, par exemple, elle a fait un film sur le voile. J'avais demandé, je crois qu'on était en post-prod, 30 000 €, ils m'ont donné 40. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc finalement, il y a des bras de fer, mais ici, on parle de censure. Et ici, moi, j'ai produit un film à l'époque, c'était Guillaume Depardieu, qui butait des gamins dans la mer. Je me suis dit, la scène, elle ne va jamais passer. Cette scène, elle a pas du tout posé problème à la commission du CNC, mais c'est parce que il tombait dans une forêt, il y avait un gamin de 10 ans qui tombait dans une forêt sur le corps de Katia Gouloubeva nue, qui se promenait dans une forêt, ce qui est quand même pas très pornographique, et ça, on me l'interdit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, voilà. Donc, pour moi, en termes de production, j'ai pas plus ou moins de problèmes qu'ailleurs, et c'est presque plus simple, parce que la dernière fois, on descend, j'avais besoin quand même de l'argent parce qu'on a encore des dettes. J'appelle le gars, je dis putain, on n'a pas reçu le virement. Il me dit attends, je règle ça. Enfin voilà, c'est presque plus simple et plus humain à mes yeux. J'ai jamais eu de problème d'autorisation de tournage, j'ai jamais eu, voilà, c'est sûr. Mais après, je sais qu'il y a différentes expériences, mais nous, c'est comme ça qu'on travaille. En tout cas, Hassan, jamais. Oui, alors, moi j'aimerais dire que effectivement, c'est plutôt simple quand tout va bien. Voilà, sauf que tout le temps, ça ne va pas bien tout le temps, forcément. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a effectivement une envie d'aider des réalisateurs comme Hassan, moi, et puis d'autres. Mais c'est toujours fragile, c'est très fragile d'ailleurs là en ce moment, je pense que tout est bloqué pour des raisons politiques. D'abord, on a toujours, il y a ce risque qu'à un moment donné, on soit classé, on soit blacklisté parce qu'à un moment donné, on décide de prendre, voilà, de dire quelque chose qui pourrait déplaire. Ça, on se risque, il y a tout le temps ce risque. Déjà, parfois par nos déclarations, parfois par des... et le problème, c'est que... il y a, dans l'économie du cinéma en Algérie, il y a une seule source de financement, ce qui est le ministère de la Culture. Et ça, c'est problématique, parce que... voilà, donc si on n'a pas l'aide de ce ministère, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que aussi, c'est jamais transparent. On connaît, enfin, les commissions, les membres des commissions de la commission changent rarement,
est-ce que la production en Algérie, ce n'est pas seulement les financements, c'est aussi c'est les techniciens, c'est la formation, tout ça. Et c'est encore un problème parce qu'on est obligé de faire appel à des techniciens pour des postes comme l'ingé son, directeur de la photographie. Moi j'ai envie de dire que oui, c'est parfois facile aussi de produire, mais c'est très fragile. C'est très fragile et surtout que si je viens de monter une boîte de production et moi je sais pertinemment si j'ai envie de produire 2 films à la fois, je ne pourrais pas parce que en tout cas je ne pourrais pas faire appel au fonds du ministère de la Culture parce qu'il faut faire appel pour un seul projet. Il faut le terminer et puis voilà. Et c'est comme ça. Les télés ne participent pas au financement des films. Alors en termes de distribution, c'est très compliqué. Nos films sont beaucoup plus vus ici en France qu'en Algérie. Mais je répète parce qu'en fait, je vous avoue que avec le temps, on est fatigué de raconter un peu tout ça. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette réalité. Mais c'est parce qu'aussi, nous-mêmes, ça nous épuise un peu de le répéter, de le dire. Mais parce que on n'a pas envie d'y penser. On a envie de faire comme si tout ça n'existe pas. Mais c'est la seule façon pour nous de ne pas sombrer aussi et de ne pas... Mais comme dit Naliman, il y a des moments où ça se passe très bien. Pour mon dernier film, ça s'est très très bien passé. Le film a été financé, a été soutenu par le ministère de la Culture. Bon, très bien, je ne sais pas pour le prochain. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être c'est bien aussi, je me dis que rien n'est acquis et on est tout le temps en train de... Voilà. Mais ce n'est pas le... Être producteur en Algérie, c'est pas être producteur en France. C'est vraiment... c'est prendre beaucoup de risques. C'est beaucoup d'incertitudes. Mais on a appris à faire avec. Hein. C'est comme faire des films aussi. C'est-à-dire, on se dit pas on va faire des films par caprice ou par... c'est-à-dire c'est un vrai engagement et c'est presque une nécessité, un désir extrêmement fort. Si on arrive à faire un long métrage aujourd'hui, avec toute la complexité, c'est qu'il y a vraiment un vrai désir de cinéma. Et qu'on est prêt à être contre vent et marée. Mais j'ai envie un peu de tempérer aussi les interventions précédentes, parce que aussi aujourd'hui on est dans un système globalisé et moi je postule au même fond qu'un cinéaste thaïlandais ou japonais ou qui fait un film d'auteur ou un documentaire d'essai ou un film expérimental quoi. Donc c'est et je pense que c'est aussi ça la contemporanéité, c'est-à-dire si on veut, c'est aussi un espace qu'il faut occuper. Donc voilà. Et du coup, pour passer à la deuxième question. De la diffusion. De la diffusion, parce que sinon on va rester de nuit sur la production. Mais c'est bien, il y a eu je trouve c'était très intéressant. Et pareil, peut-être on va pas être d'accord, mais c'est bien aussi sur la diffusion. Et comme a dit Kelly, moi, tellement de fois on s'est retrouvés dans des débats comme ça où on parle de avant il y avait 400 salles, aujourd'hui il y en a 25. Donc on a été un peu usé par ces réponses-là, qui en plus, à mon avis, n'apportent pas grand-chose quand elles sont dites ici. En plus, c'est bien parce que les gens ressortent avec quelque chose, mais pour nous aujourd'hui c'est important qu'on le dise là-bas et qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, on signe des pétitions, on est aussi dans un bras de fer, ils tirent de leur côté la corde et nous aussi on tire de notre côté. Mais pour répondre un peu à la question, alors nous, ma génération en tout cas, et peut-être celle de Karim Jamel aussi, on n'a pas connu l'âge d'or du cinéma algérien et puis de la cinémathèque des années 70 et quand ça a été la Mecque des révolutions. Donc on a eu nos pères, nos voisins, nos oncles qui nous ont fascinés avec des histoires de Godard et de Wenders à la cinémathèque et que c'était extraordinaire et que le monde était beau et utopique
Et donc c'est pour ça que ce ciné-club de Chrysalide a existé, et c'est pour ça qu'on s'est toujours débrouillé de façon à pouvoir diffuser nos films par tous les canaux possibles et inimaginables. Donc on a les ciné-clubs, donc ça reste quand même... on a des ciné-clubs vraiment importants et qui diffusent nos films. Il y a des festivals. Alors un qui est très important, c'est celui de Béjaïa, qui est le plus indépendant de ces festivals. Ensuite, il y a des festivals qui sont financés par l'État, sous l'égide du ministère de la Culture, et qui sont des festivals où nos films aussi sont diffusés. La semaine dernière, 243 rue du Désert a remporté des prix là-bas, par exemple. Et ensuite, il y a un réseau de cinémathèques de 11 salles. Donc certains cinéastes prennent leur DCP, leur bobine sous le bras, et puis vont faire le tour de ces cinémathèques qui sont éparpillées dans les 4 coins de l'Algérie. Ensuite, il y a un petit réseau de distribution, mais alors très petit. Certains réalisateurs arrivent avec beaucoup d'énergie et d'envie de diffuser leurs films. Je pense je sais pas, à plein de films, le film de l'ISL, Mascarade ou Lorani qui sont sortis, ou le film de Sofia Djama, les Bienheureux qui est sorti aussi. Donc voilà, ça reste très timide comme sortie, hein, mais on est sur un réseau sur le territoire national de 4-5 salles au maximum. Mais ça, voilà, pour parler de diffusion. Ensuite, il y a aussi, et heureusement qu'on a eu ça pendant les années 90 et encore jusqu'à aujourd'hui, énormément de films pirates. Et il y a des cinéastes qui ont la chance que leurs films soient piratés et donc qu'ils soient diffusés comme ça à 200 dinars le DVD, comme les films de Melzar Alouaj, la plupart ont été diffusés comme ça, ou d'autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Oui, c'est la question de la diffusion par DVD piraté quand même très importante, parce que sur quasiment une décennie, c'était le moyen de voir des films. Ça, il y a des films du monde entier, hein. C'est-à-dire que tu peux voir un classique du cinéma, comme le dernier blockbuster, comme un film algérien. Et voilà, donc ça a été un peu un vrai moyen de diffusion. Un mec, il achète des DVD vierges, il a une copie originale, il en grave 100, et puis il en vend à des prix, le prix d'un café, quoi. Et voilà. Et ça a permis à beaucoup d'avoir accès et à des films algériens, mais aussi à des images qui viennent de partout aussi. Dania, tu me parlais juste avant le débat un peu de l'écriture de ton prochain film. Je ne sais pas si, juste en termes de production, tu voulais ajouter quelque chose sur les difficultés ou au contraire les facilités que tu pouvais rencontrer. Moi, j'y vais un peu à tâtons. Sur le moyen métrage, il a été produit en France, donc j'ai pas encore été vraiment confrontée, parce que voilà, pour le court métrage, il n'y a pas ces histoires de langue. C'est-à-dire qu'on peut produire un court métrage en arabe avec l'argent du CNC. Donc voilà, comme je vis en France, c'était pour moi le plus simple. Et après, on a travaillé avec un producteur exécutif en Algérie, mais j'ai pas été confrontée Et en effet, bon. Et c'est vrai que c'est compliqué. J'ai même pas présenté en fait mon projet au ministère de la Culture algérien. Parce que j'arrive pas à me dire que, pour l'instant, mais il faut que je travaille sur mes pensées limitantes, je sais pas, qu'ils vont me donner de l'argent. Alors évidemment, maintenant, pour le long métrage, la question se pose, parce que pour le long métrage, c'est la langue principale du film, la langue majoritaire du film qui définit sa nationalité et donc son mode de production. Et si on s'adresse au guichet de production française, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 50% de français dans le film, alors c'est beaucoup plus simple à produire, forcément. Et si on fait le film en majorité en arabe, on peut avoir de l'argent en France, mais pas autant que ce qu'il faudrait, parce que ça ne suffira pas pour faire le film. Donc là, il faut le soutien de l'Algérie. Et oui, aujourd'hui, j'arrive en fin d'écriture, donc ces questions sont cruciales. Comme tu disais, déjà, je me suis confrontée à la difficulté de trouver un producteur algérien, parce qu'ils sont limités par le nombre de films. Ils ne peuvent pas produire 2 films en même temps. Donc il y a vraiment une volonté quand même que il n'y ait pas une profusion. Ah bah oui, donc c'est pas ça. Rien à voir, attention, parce qu'il faut faire attention à ça. C'est simplement que l'avance sur recette n'existe pas, c'est-à-dire c'est pas du tout le même système. Oui, C'est-à-dire qu'ils nous donnent de l'argent, on leur rend juste jamais.
D'accord? Donc c'est quand même énorme. Donc en fait, ils veulent et ils attendent que le film soit fini pour avoir la garantie qu'ils aient donné l'argent à quelque chose qui se finit. N'oubliez pas qu'ici, on nous demande... C'est pour ça que faut savoir quand même comment ça se passe aussi, ce qu'on exige du côté français, où j'ai eu des coproducteurs dans plusieurs pays. C'est quand même le niveau d'exigence. ITFA, pour un fonds de soutien... pour 5 000 €, si tu savais ce que je dois leur donner, c'est inimaginable et ils te prennent 5 ans dans la gueule. En Algérie, c'est pas ça. D'accord? C'est je te donne 4 millions, promets-moi que tu fais ton film, finis-le, voilà. C'est tout, c'est la problématique. Maintenant, pourquoi on monte des prods amis? On essaye de passer par nos potes, ok, tu prends celui-là, etc. Je fais pareil en France. Tu mets 2 films, avec Hassan, on a déposé nos 2 films à Fond Sud. On s'est dit, ok, on prend le risque. Il y en a un qui, parce que je réalise aussi. Donc, c'est pas grave, tu gagnes, je gagne, etc. On a eu la chance, ils ont pris les 2. Bon, ok, merci beaucoup. Mais tu sais très bien qu'ils ne vont pas prendre les 2 non plus. Enfin, une boîte de prod, il y a combien de fonds en France où on te dit, tu peux déposer de projets? C'est pas vrai. Et puis c'est plus non plus... Non mais de toute façon c'est sûr, on ne peut pas comparer les 2 systèmes. Non mais voilà, et je veux dire... c'est juste pour dire concrètement, en tous les cas, pour moi c'est difficile de trouver, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des producteurs, comme tu dis, voilà, c'est risqué, voilà. Et donc oui, ça reste difficile. Et en effet, pour l'instant, c'est un petit peu, voilà, le pays, oui, pour l'instant il est un petit peu, c'est un peu compliqué, donc je sais pas encore, c'est en questionnement pour moi, ouais. Donc on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient une question, une remarque? Sinon je vais... Ah. Oui, alors il y a actuellement dans votre pays une sorte de séisme politique. Et je voulais savoir comment le monde de la création en Algérie, et plus particulièrement les cinéastes, réagissaient et se mobilisaient éventuellement pour représenter ce qui était en train de se passer. C'est une question... Bon, je vais être... Il y a un mouvement révolutionnaire. Moi, j'ai fait tout de suite le choix d'être dans la rue parce que j'avais le besoin de me libérer avant tout. Donc, j'ai manifesté avec tout le monde. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est juste exceptionnel, qui est en train de s'opérer, de se faire. On est en train d'écrire notre musique et notre histoire. Donc, évidemment, il y a des films, mais je pense que probablement ça aura des répercussions sur chacun d'entre nous de manière différente et avec nos subjectivités différentes. Il y aura probablement une représentation avec ce mouvement, mais moi je fais partie de ceux qui préfèrent prendre le temps et me laisser imprégner par les choses. Donc ouais, je fais le choix de manifester dans la rue comme tout le monde pour l'instant, et tout en essayant de documenter ça, simplement en prenant des photos, en écoutant, en chantant, en documentant des choses, quoi. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que le mouvement aujourd'hui, il est tout aussi créatif que n'importe quel mouvement ou courant artistique. C'est-à-dire, et ça c'est extrêmement beau à voir et extrêmement important à vivre et à documenter. Mais c'est-à-dire, il y a une telle ampleur, il y a une telle grandeur de la part de ce peuple qui a été quand même malmené sur des décennies et des décennies, qu'il faudrait quand même prendre le temps de comprendre cette complexité-là et essayer de la fixer un tout petit peu. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a une florisson de projets artistiques autour de la question. Même si je ne les connais pas tous, mais voilà. Mais c'est vrai que Djemal est allé sur le terrain assez longtemps. Peut-être celui qui a été le plus longtemps
Karim était là-bas tout le temps en train de chanter. Et en fait, non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, on en avait parlé quand on était au téléphone avec Jamel, c'est que on s'est dit c'est la première fois que l'Algérie, c'est pour ça qu'on aimait aussi ton titre et c'est dans nos discussions, c'est l'Algérie qui écrit son image aussi, au-delà de nous, réalisateurs et tout ça. Parce qu'en fait, dans toutes les images qui ont été produites sur l'Algérie, elles ont été faites par les orientalistes, par les colons. Ensuite par le pouvoir qui a... Oui, ensuite par le pouvoir, et jamais par les citoyens. Vas-y, vas-y. Ouais. Tu peux non, mais ça m'intéresse que tu consultes. Non, mais il y a une image, en fait, moi je ne l'ai pas vécu, par exemple, les années 90, je ne les ai pas vécues, j'étais tout gamin, donc j'ai pas vécu, enfin, je sais pas, en 92, j'étais très jeune, donc j'étais pas dans la rue, mais en tout cas, il y a des images de ça, et donc on voyait des centaines de milliers de jeunes avec un Coran disant qu'il faut aller vers un État islamique. Et le 22 février, il y avait des centaines de milliers de jeunes qui étaient avec un téléphone portable, avec une caméra, et qui étaient en train de filmer. Donc il y a une fluidité, mais un nombre que vous ne pouvez même pas imaginer. Il suffit juste de faire un hashtag Algérie sur n'importe quel réseau social, et du coup, en fait, le rapport à l'image et le régime de représentation a complètement basculé. Et ça, c'est une complexité, c'est une complexité diabolique. C'est-à-dire, je sais pas, si on prend un travail comme celui de Haroun Farouki avec la révolution roumaine contre Ceausescu, ils avaient dénombré 120 caméras à l'époque et ça a donné un film exceptionnel. Donc là, on a, je sais pas, il y a des milliards d'images. Comment vous voulez... Ça c'est une profession à tous. Hein. Et chaque matin, on se réveille, d'une manière, comme tous les Algériens, on se réveille, on est sur nos écrans et on voit ces images qui ont été fabriquées par des anonymes et par des gens connus ou moins connus. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui s'intéresse à la question de la représentation, mais toutes les pratiques, c'est-à-dire que ce soit du cinéma ou photographie ou autre, ne prenne pas en considération cette complicité? Moi, en tout cas, moi, je ne me verrais pas m'engager en fait dans ça sans prendre en considération tout ce qui est en train de s'opérer. Et du coup, ouais, je pense que il y a une sorte de renversement en fait qui est en train de s'opérer et qui aussi s'opère sur le temps, parce que là on est au 9e mois de contestation pacifique, ce qui est quand même considérable. Et du coup, ouais, je pense qu'il faut être à la mesure du geste, parce que le geste de la population et de cette génération est quand même d'une amplitude assez incroyable. Nariman, du coup, tu voulais peut-être finir ce que tu disais ou non? Non, parce que je trouvais qu'il le disait très bien. Moi, je voulais dire que actuellement, au début du mouvement, en fait, de la contestation, j'ai essayé de filmer un vendredi, et je me suis rendu compte qu'en fait, que je m'excluais en quelque sorte des manifestations parce que j'étais à la recherche d'images. Voilà, l'image qui pourrait, que je trouvais belle, ou l'image qui peuvent être significatives ou parlantes de ce qui se faisait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais pas du tout le mouvement, quoi. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop dur. Je voyais les choses, même si j'étais en plein mouvement, je me sentais en dehors. Donc du coup, j'ai lâché un peu la caméra et puis je l'ai reprise il y a 2 semaines de cela, avec parce que je pense que j'ai eu plein de vendredis où je suis sorti, où j'ai eu le plein de foule et voilà, parce que quand on est dans ces manifestations, ce qui nous intéresse aussi, c'est de ressentir l'énergie, la force du mouvement, ce mouvement collectif. Et donc
donc c'est après plusieurs mois que j'ai pu finalement prendre une caméra et filmer avec en n'étant pas trop, en prenant un minimum de distance par rapport à ce qui se passait autour de moi, mais parce que ça y est, je me suis habitué à cela. Mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir vraiment filmer. Alors qu'est-ce que je vais en faire, je ne sais pas. Parce que j'ai toujours ce souci, c'est qu'on n'a pas assez de recul par rapport aux événements. Et par contre, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de capter ce mouvement, ces mouvements des citoyens, ce mouvement de colère, de force, et ça, c'était, j'allais dire, presque facile, quoi. Il y a tout, enfin, dans les manifestations. Mais pour le moment, voilà, c'est tout ce que je considère que c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas raconter plus que ça. Je peux raconter le mouvement des choses, le mouvement de la lassitude, la colère, la joie, l'envie de chanter, l'envie de... Mais ça se voit, hein, il n'y a pas besoin de le dire ou de l'exprimer, c'est tellement facile, on le voit tout de suite. Oui. Je voulais savoir si ce risque de censure ou de non-production des films, c'était vraiment un frein, enfin, à votre création psychologiquement. Est-ce qu'à chaque fois vous limitez dans ce que vous voulez dire, dans ce que vous voulez montrer, est-ce que ça vous bride vraiment, ou bien vous créez comme ça, vous arrivez à vous... Surtout en plus, s'il y a des événements comme ça, là, avec les événements, là, c'est... Enfin, je sais pas, vous avez envie de dire des choses, est-ce que tout le temps vous vous posez la question, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, qu'est-ce que je... Moi, je vais parler de ce que... oui, de mon expérience. En fait, non, on n'a pas... les seules fois où je me suis retrouvé à peut-être sentir une espèce de frein, c'est par rapport à tout ce qui est compliqué à montrer qui n'est pas admis par la société, voilà. Mais pas d'un point de vue politique, mais de toute manière, c'est politique. Et donc, j'hésite, mais je me rends compte qu'il n'y a personne qui vient m'en empêcher. C'est un choix personnel, c'est-à-dire que je me dis à un moment donné à quoi je vais m'exposer si j'ose. C'est même pas une question de sujet à traiter, mais si j'ose montrer, si j'ose faire dire par exemple des gros mots, des grosses insultes à mes personnages, si j'ose, mais ça me prend pas beaucoup de temps, hein. C'est vraiment une fraction de seconde, hein, où d'un coup je me dis, ah, mais peut-être là, et après j'évacue. Parce que si je m'y arrête, je le ferai pas. Je sais pas comment ça se produit. Je peux juste raconter une anecdote. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de films là-bas, mais j'avais une scène dans le film où il y avait une jeune fille qui devait fumer. C'est vrai, sur les questions de mœurs aussi. Et la comédienne m'avait dit, je peux faire cette scène, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas fumer. Et du coup, je me suis dit, d'accord, je ne vais pas l'obliger à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Je me suis dit, mais par contre, on va s'en servir, on va le mettre dans le film, et on a improvisé autour de... Mais c'est vrai que oui, ça peut arriver qu'on ressente une forme, pas d'auto... que oui, qu'on a le censeur, il est d'abord avant tout en nous, donc on a intégré le champ des possibles de notre public, de la société. Mais en France, ça l'est aussi, c'est pas le même espace de censure, mais il y est aussi. Et après, on dialogue avec ça en nous, hein, on négocie. Donc moi, j'essaye de ne pas le subir, et après, je sais pas, d'autres expériences. Oui, complètement. Alors, personnellement, la censure, c'est pas du tout quelque chose auquel je suis confronté, en tout cas auquel je pense, mais je suis plus avec mes questionnements à moi, avec mes désirs de cinéma. Et ensuite, il y a une chose très simple, c'est que je m'adresse à ma société, et ma société, elle a un bagage culturel, elle a une histoire, et surtout, d'autant plus que c'est une
société qui a été complètement laminée, c'est une société dont on a confisqué les images de tout le temps. Comme l'a dit Nariman, les premières images c'était les orientalistes, ensuite après les orientalistes, les premiers films ont été faits par l'armée française. Ensuite on a eu, et il ne faut pas aussi oublier une chose très importante, on est dans un pays musulman. Et ça c'est aussi quelque chose de très important et qu'il faut prendre en considération. Et que moi ce qui m'intéresse c'est pas du tout de, comme disent certains, briser des tabous, ça veut rien dire, ça en fait on est dans quelque chose qui est creux. Moi ce qui m'intéresse c'est que quand un islamiste ou on appelle un barbu regarde mon film, il se pose des questions. J'ai pas envie de choquer pour choquer la société, ça c'est des choses auxquelles j'essaie en tout cas de penser, en tout cas je fais mes films avec mon désir à moi, mais je veux que comme je dis souvent à Narima, je veux que ma tante Halima, qui est religieuse, qui habite dans un petit village à Mascara, cette femme puisse voir mon film et se poser des questions et réfléchir au film. Oui, en gros, vous avez à délivrer quand même des messages. C'est le plus important, quoi. Le reste... je sais pas, on a surtout à ouvrir des regards les uns sur les autres. C'est ce que vous êtes en train de faire, en train de nous découvrir. Donc votre regard s'ouvre aussi sur d'autres questions et pour tout le monde, plus que des messages. Et ce que dit Hassan est important parce que cette histoire de censure est toujours très trouble et très embêtante comme question, mais je la comprends de votre point de vue. Et c'est vrai que au-delà même d'une société, je veux dire comme même cette scène avec la cigarette, etc., c'est comme si, en fait, c'est parce que je la comprends pas, c'est-à-dire, effectivement, ce serait comme si on imposait aussi aux autres, même dans le travail que nous faisons. Alors nous, on ne fait pas vraiment de la fiction. Hein, moi, je suis à la limite de la fiction et du documentaire. Hassan et Jamal font du... Non, mais parce qu'en fiction, tu peux dire, ok, mais non, mais là, c'est un rôle que tu joues, fume. Tu comprends? C'est-à-dire, on peut transgresser en fiction parce qu'on a une idée et une direction scénaristique, de récit, etc. Donc, le personnage doit répondre. Moi, par exemple, même en faisant de la fiction, j'ai jamais fait ça. D'accord? Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est de prendre ce qui nous est donné avec ce que porte le pays ou la personne face à nous, avec son histoire, sa culture. C'est-à-dire, est-ce que... on va mettre une scène de nu, on va dire qu'elle est censurée. Bon, je prends ça parce que c'est ce qui est le plus simple. En plus, elle ne serait pas censurée ou j'en sais rien, je m'en fous, je ne me pose pas la question. Mais je veux dire, si c'est un choc pour une culture de voir ça, je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire, je fais un documentaire ou je fais un film. Si je fabrique ce qui n'existe pas, ça ne marche pas. Je suis dans le mensonge. Je trahis quelque chose. Donc pour certains, et surtout en Europe, parce qu'on a eu des journalistes, même du monde diplomatique, qui nous disaient « Mais pourquoi il n'y a pas de sexe dans vos films ?» Bon, attends, en quoi ça te regarde? Et pourquoi il faudrait du sexe? Parce que dans les films français, il y a une scène de cul toutes les 2 secondes, mais je m'en fous. Enfin, c'est quoi cette façon? C'est juste ça, en fait. Donc, qu'est-ce que veut dire la censure et pourquoi la censure? Parce que pour vous, par exemple, moi, au départ, moi, je suis partie en 86, je suis revenue en 2006. J'ai fait un trou énorme. Et j'arrive, je me dis, putain, mais j'ai envie de m'asseoir à une terrasse de café et de boire une bière. Je peux pas. Je peux pas. Je me dis, merde, ça me fait chier. Après, je me dis, quand même, Nariman, ça te fait juste chier, ça. Mais qui s'en a foutu, quoi? Va prendre ta bière, rentre chez toi, tu la bois sur ta terrasse ou à ta fenêtre, c'est bon, tu vas bien, quoi. C'est-à-dire que c'est juste cette question-là qui est extrêmement importante. C'est-à-dire ce qui est vrai pour moi, ce qui est vrai pour celui que je filme, ça veut dire quoi la censure? Enfin, c'est cette question-là en fait qui est... c'est juste parce que nos points de vue sont différents, parce que nous on va se dire tiens, j'ai pas envie de parler ça comme dit Hassan, j'ai envie que ma tante elle le regarde. Oui, j'ai d'abord envie que ma tante elle le regarde avant que ce soit... C'est une question de respect du peuple. C'est exactement ça. C'est pas de la censure, parce que moi j'ai fait des scènes, voilà. C'est une question de respect de qui ils sont. C'est comme vous, si je viens dans votre maison, je ferai très attention à vous. Je vais pas, même dans le film, la Malika, tout le monde a envie de savoir pourquoi elle est dans le désert, qu'est-ce qui lui est arrivé. Hassan il dit non, je vous le dirai pas.
c'est son histoire. C'est voilà. Mais justement sur la question de la censure, moi je vais raconter une expérience qu'on a vécue d'ailleurs en post-production de mon film Atlan. Donc il y a un personnage dans le film qui au moment où on est en train de le tourner, il avait 18-19 ans. Et il y a vraiment une grande partie, la deuxième partie du film qui se passe avec lui. Et il y a une très longue séquence avec lui où c'est un long monologue, c'est une sorte de litanie, comme s'il était en freestyle comme ça. Il raconte plein de choses par rapport à son histoire personnelle, par rapport à les conditions dans lesquelles il vit. Et à un moment donné, il dit un truc qui passait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire, il le dit pendant le tournage. Il met un doigt d'honneur, enfin, il dit Bouteflika, on n'en a rien à foutre. Et donc, là c'est évidemment, c'est enregistré. Et donc, au moment du montage, il y a la question, est-ce qu'on garde ça, on garde ça ou on garde pas ça? C'est-à-dire, et là, il y a vraiment, lui, il ne s'est pas censuré. Il a dit ce qu'il pensait à ce moment-là. Il m'a fait confiance en me le disant. Et est-ce que moi, je vais le censurer, du coup? Est-ce que je vais agir comme les médias qui... Et donc là, il y a vraiment une question, ça a été vraiment une leçon. Et donc, je l'ai gardé. J'étais prêt à assumer complètement les conséquences de ce que j'avais fait. Et finalement, 2 ans après, Bouteflika n'existe plus, quoi. Mais la parole, le SMEC, en 2016, existe. Et il y avait des gens qui étaient contre ce mec. Et on était des millions, sauf qu'on avait peur. Et à ce moment-là, il n'a pas eu peur, il l'a dit face à une caméra. Voilà. On a toujours assumé cette politique, on ne s'est jamais censuré. La question de la censure, elle se pose sur plusieurs Sur plusieurs fronts. Ah, ok. On va devoir conclure. Enfin, non? Ouais. Et ouais, Elsa? Oui, sans son petit chuchotement, elle est...